La nouvelle stratégie de défense américaine tourne-t-elle le dos à l'Europe? Le Pentagone réduit son soutien et concentre désormais ses efforts sur la sécurité intérieure et la dissuasion face à la Chine. Pour en parler ce soir, le général Yakovlev, bonsoir. Bonsoir Margot. Philippe Etienne, bonsoir à vous. Bonsoir. Votre ouvrage qui sort actuellement en librairie, Le Sherpa aux éditions Talendier, puisque vous l'expliquez, le diplomate prépare le terrain pour le chef d'État comme le Sherpa en montagne. C'est bien ça? Voilà, c'est l'origine du nom. On est parti du mot sommet. Qui dit sommet dit Sherpa pour les alpinistes et donc maintenant aussi pour les dirigeants. Mais d'abord, revenons sur cette folle actualité. Général Yakovlev, est-ce qu'on peut parler de tournant avec ce rapport? Ce rapport, vous parlez du National Defense Strategy. Alors, ce n'est pas un rapport, c'est un document de politique. Et c'est mandaté par le Congrès, enfin au sens... Nous avons vu le document de politique générale des États-Unis, et donc c'est la déclinaison militaire, donc ils sont obligés de sortir ça. Bon, puis ils le font avec plaisir, hein, manifestement. Donc, pour moi, c'est un tournant. Non, on le voyait venir, le America First, et la différence par rapport aux années précédentes, c'est que c'est plus ouvertement l'Amérique toute seule, le cas échéant. Enfin, avant, les politiques avant étaient plus collaborative. Mais par exemple, ça a l'avantage de la clarté et c'est presque raisonnable à bien des points de vue. Raisonnable, de l'entendre de votre part, ça me surprend toujours. Mais, oui, non, mais par exemple... Vous trouvez que là, il ne nous laisse pas vraiment seuls, en fait? Non, il ne nous laisse pas seuls. Il dit simplement à l'Europe de régler son problème. Il y a une contradiction fondamentale dans la position américaine vis-à-vis de l'Europe, et puisqu'on parle de l'Ukraine en particulier, c'est de dire l'Ukraine, la Russie, c'est le problème des Européens. Si c'était vraiment le cas, il faudrait que Trump dise à Poutine: je te laisse négocier avec les Européens. Moi, c'est plus moi qui m'en occupe. Donc là, il y a une contradiction fondamentale. C'est Trump: je s'occupe de tout, je suis partout, je suis sur tous les trucs avec la Russie, et en même temps, c'est à l'Europe de traiter. Mais en dehors de ça, le langage est prudent, même vis-à-vis de la Chine, c'est pas trop mal. Philippe Etienne, vous le dites très clairement dans votre ouvrage, les alliances vacillent, même volent en éclats. Vous dites même ceci dans votre ouvrage: avec Donald Trump, la notion même d'allié disparaît. Est-ce que cette stratégie en est la preuve ? Oui, et comme le général, je dirais que ce n'est pas une surprise. D'ailleurs, le ministre adjoint pour les questions de politique de défense, Elbridge Colby, qui était déjà au Pentagone sous Trump 1, me disait tout le temps quand je le voyais: Européens, organisez-vous. À l'époque, la petite différence, il y a deux, trois différences, parce que comme vous l'avez dit, en général, là, c'est un document qui met en musique pour la défense la stratégie de sécurité nationale qui a été publiée à la fin de l'année dernière. Et donc là, il y a des petites différences, il y a des évolutions. Mais sinon, c'est toujours la différence, c'est sur la Chine, parce que sous le mandat de Trump 1, c'était vraiment plus confrontationnel. Là, on voit que le document est plus prudent. La Chine, c'est le principal défi, mais on peut travailler avec eux. Taïwan n'est pas mentionné. D'ailleurs. Et puis l'autre différence, c'est l'hémisphère occidental, c'est la doctrine Monroe qui devient la doctrine Monroe. Et là aussi, on répète ce qui a été dit à la fin de l'année dernière. Mais le message principal aux Européens, il faut que vous vous organisez, les gars. Ça, c'est pas nouveau, et les Européens doivent l'entendre. Il y a une petite ambivalence, voire une petite hypocrisie du côté américain. C'est: organisez-vous, mais on va quand même essayer de garder le pouvoir à travers l'industrie d'équipement militaire, à travers les structures de commandement. On veut continuer à vendre, en fait, c'est ça? Non, oui, c'est ça. On veut continuer à vendre en tout état de cause, et on veut pouvoir contrôler d'une manière ou d'une autre la situation. Mais les Européens, ils doivent prendre au mot ce qui est écrit, et c'est là qu'on va sans doute en parler. Ils doivent effectivement développer leur organisation, leur défense. Alors, que va devenir l'OTAN? C'est bien ça la vraie question, surtout après l'enchaînement des discours à Davos. L'OTAN peut-elle encore compter sur le leadership américain, surtout quand Donald Trump dit ceci? Écoutez.
Je pense que nous nous entendons très bien avec l'OTAN, mais j'ai toujours dit, seront-ils là si nous avons besoin d'eux? C'est vraiment le test ultime et je n'en suis pas sûr. Je sais que nous aurions été là ou que nous serions là, mais le seront-ils? Espérons que cela n'arrivera jamais. Nous n'avons jamais eu besoin d'eux. Nous ne leur avons jamais vraiment rien demandé. Vous savez, ils diront qu'ils ont envoyé des troupes en Afghanistan, ici ou là, et c'est vrai. Ils sont restés un peu en retrait, un peu à l'écart des lignes de front, mais nous avons été très bons envers l'Europe et de nombreux autres pays. Pouvoir bouillir, mais avant que vous ne répondiez, je tiens à vous dire que Donald Trump a fait une moitié de mea culpa ce soir dans Truth, où il dit « Les formidables et courageux soldats du Royaume-Uni seront toujours unis aux États-Unis d'Amérique. Ce lien est trop fort pour être brisé. L'armée britannique, avec son courage et son âme exceptionnelle, est sans égal, à l'exception des États-Unis, bien sûr. Nous vous aimons tous et nous vous aimerons toujours, parce qu'il a ciblé notamment les soldats britanniques dans son intervention. Je l'ai posé cette question à Benjamin Haddad, qui est le ministre délégué à l'Europe, hier, en disant « Mais que dites-vous aux soldats français et aux familles de soldats français morts quand le leader des États-Unis dit ça ?» Que répondez-vous? Alors déjà, le leader des États-Unis, c'est quand même un gars qui a échappé 5 fois au service militaire, qui a ensuite, avec constance et application, insulté les militaires, dont McCain, qui était un héros authentique de la Seconde Guerre mondiale, qui part du principe qu'un gars qui choisit le métier militaire est un loser. Donc s'il y a quelqu'un qui méprise le monde militaire, y compris américain, il s'appelle Donald J. Trump. Donc il est mal placé pour nous faire des leçons d'héroïsme, y compris au bénéfice de l'Amérique. Ça, c'est le premier argument. Maintenant, deuxièmement, cette aventure afghane. On y est allé à la demande des Américains pour leur rendre service. Voilà. Beaucoup de nos soldats ont perdu leur vie ou ont saigné, y compris les Danois qui ont perdu plus de soldats rapportés à leur population que l'Amérique. Et donc les Danois, hein, c'est les gars les plus sympas de l'Alliance. Le coup du Groenland, ça leur a piqué les yeux quand même. Et il nous fait... Et fondamentalement, il parle de l'OTAN comme eux. Alors que nous tous, membres de l'OTAN, c'est nous l'OTAN. L'OTAN, c'est une alliance dont nous sommes membres. La Russie n'est pas membre de l'OTAN. Donc l'OTAN, la Russie peut dire l'OTAN. L'Amérique, c'est le premier président qui réagit, qui pense l'OTAN comme pas lui. Lui n'y appartient pas. Il, l'OTAN. Non, c'est nous l'OTAN, y compris pour lui. Philippe Etienne, est-ce que Donald Trump méprise l'OTAN? Est-ce que c'était déjà le cas lors du premier mandat? Est-ce qu'il y a eu une mue sur ce sujet-là? Est-ce que vous voyez une différence? Vous savez, sur tous ces dossiers, on voyait tout pendant le premier mandat, mais simplement là, il y a eu une croissance exponentielle du phénomène. Moi, je me souviens, et c'était une réunion très très confidentielle, hein, d'un sommet de l'OTAN où Donald Trump est arrivé le deuxième jour furieux parce que la presse américaine disait que le premier jour, il n'avait rien obtenu des Européens pour payer plus. Et il y a eu une séance à laquelle j'ai assisté, qui était fermée, hein, où tout le monde, a commencé par le secrétaire général de l'OTAN, a essayé de le calmer. Et dans le tour de table, il y a une prise de position qui m'a vraiment impressionné. C'était le Premier ministre danois de l'époque, qui n'était pas l'actuelle Première ministre danoise. Il a dit exactement ce qu'a dit le général. Mais Monsieur le Président, nous sommes le pays qui a payé le plus lourd tribut en termes de pertes humaines en Afghanistan, rapporté à notre population. Donc le président Trump, il a déjà entendu tout ça. Et il était dans cette grande réclamation vis-à-vis des Européens. En fait, il a déjà obtenu beaucoup, puisqu'au dernier sommet de l'OTAN, les Européens et les autres alliés d'ailleurs, animés par le secrétaire général Mark Rutte, ont promis de dépenser 3,5 plus 1,5% d'ici quelques années. Mais effectivement, pour le président Trump, l'OTAN, c'est ce que vous disiez, c'est pas lui, c'est pas les États-Unis, c'est eux. Et donc, ce schéma de pensée reste très fortement dans sa tête, visiblement. Un changement de ton, c'est ce que disent la majorité des diplomates européens ces derniers jours, surtout avec le discours d'Emmanuel Macron. Écoutez. Les conflits se sont normalisés. Le droit international est piétiné.
et où les seules règles qui s'appliquent sont celles du plus fort et les ambitions impérialistes refont surface. Coopérer, ce n'est pas blâmer les autres, c'est assumer sa part de responsabilité et contribuer à des solutions. Nous préférons le respect et la science au complotisme. Et nous préférons la règle de droit à la brutalité. Vous me direz que c'est un allié encore de Donald Trump quand il parle comme ça, quand il est député. C'est à lui d'apporter la réponse. Ce ne sont pas tout à fait les comportements qui vont avec, en effet, cette qualification. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un changement de ton notable? Ne me répondez pas « for sure ». Non, je pense que... pas seulement, là je ne parle pas seulement de la France, parce que finalement ce discours sur l'appel à ce que les Européens se prennent en charge, le discours de la Sorbonne sur la souveraineté européenne, bon, on l'a dit depuis quelque temps. Mais oui, je trouve qu'au niveau des Européens dans l'ensemble, il y a un changement de ton, et il y a notamment un changement de ton dans cette affaire du Groenland. Et même si il y a eu les 2 pas en arrière de Donald Trump, à Davos, je pense que ça va quand même laisser des traces. Vous trouvez vraiment que c'est 2 pas en arrière? Tout de même, on a un Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, pas de mandat réel pour faire ce deal avec Donald Trump, qui le fait sur le dos des Danois. Est-ce qu'il a fait un deal? Non, il n'y a pas de deal. On apprend qu'il va y avoir à un moment une négociation, une discussion entre le Danemark et les États-Unis. Il n'y a pas encore de deal. On entend les idées, les bases, le modèle britannique, etc. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a encore un deal. Ce qui s'est passé, c'est que c'est pas négligeable non plus. Il y a quand même eu quelques effets sur les marchés boursiers et sur le taux d'intérêt des bons du Trésor américain qui permettent à ce pays, aux États-Unis, de financer leur déficit. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu ces mouvements? Parce que, enfin c'est mon interprétation personnelle, les Européens ont commencé vraiment à évoquer cette fois des réponses et que donc la perspective d'une guerre commerciale a commencé à prendre un tout petit peu de consistance. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un deal encore. Et comme le disait quelqu'un au plateau précédent, je ne suis pas certain, je crois que c'était Jean-Dominique Merchet, je ne suis pas certain que la question du Groenland soit refermée pour autant. Général Yakovlev, tout de même, quand vous avez vu un Mark Rutte essayer d'adoucir Donald Trump, il faut le dire comme ça, dans son texto qui a été rendu public, ça a été quoi votre réaction? Alors, bon, ça me fait de la peine pour Mark Rutte parce que depuis 1 an, sa mission est de lécher les chaussures de Trump et voilà. Donc c'est son job. Voilà. Il a permis à Trump de sortir, vu de Trump avec élégance, d'un mauvais pas. En réalité, il a permis à Trump d'avoir de sauver la face en disant ouais bon pour le Groenland je me calme parce que Mark Rutte, l'OTAN, etc. Et comme dit l'ambassadeur, le secrétaire général n'a aucun mandat pour négocier quoi que ce soit. Il n'existe pas. Donc voilà. Vous ne pensez pas que c'est pas plutôt cette histoire de droit de douane, hein, vous parliez très bien des cours de marché. On voyait CNN qui a fait très habilement quelque chose, c'est-à-dire de montrer les cours de la bourse en même temps que le discours de Donald Trump en double fenêtre pour dire bon bah voilà en fait Donald Trump se calme, ça fait un peu remonter dans le verre. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même une pression économique que en fait les Européens ont réalisé qu'ils avaient très clairement? Je crois que c'est très important ce que vous dites. Je pense qu'il faut que les Européens sachent qu'on a cet élément. En fait, on l'avait déjà vu l'année dernière après ce que Donald Trump avait appelé le jour de l'indépendance. Vous savez, l'annonce des grands tarifs douaniers. À un Sur moment, un tableau. Oui, oui. Et alors, quelques semaines après, il y a eu on était un ton plus bas. Si s'était passé la même chose, en fait. Ce sont les marchés et le taux des emprunts américains qui ont conduit à ce changement. Et donc, nous, Européens, comme vous dites, il faut qu'on sache que c'est pas directement à notre main, mais en tout cas, il peut y avoir cette évolution. C'est le cas aussi du Canada, avec qui la situation ne s'arrange pas. Le discours de Mark Carney, lui, a été très sollicité, très entendu à Davos. Écoutez. Le Canada et les États-Unis ont établi un partenariat remarquable dans les domaines de l'économie, de la sécurité et des échanges culturels. Mais le Canada ne vit pas grâce aux États-Unis. Le Canada prospère parce que nous sommes Canadiens.
Et Donald Trump en remet une couche ce soir, puisqu'il a menacé le Canada de 100% de droits de douane, parce que le Canada a osé faire un partenariat avec la Chine. Alors, il faut le dire, les relations entre le Canada et la Chine étaient un peu en mode off pendant un certain temps. Une pièce dans la machine également. Donald Trump, qui décide donc de menacer le Canada ce soir. L'administration américaine gêne désormais son dévolu sur la province de l'Alberta, foyer énergétique situé dans l'ouest du pays. Est-ce que Donald Trump est capable de faire avec le Canada ce qu'il fait avec le Groenland, Philippe Etienne? Oui, c'est toujours la même méthode. C'est la pression, voire l'intimidation. Là, ce qui n'est pas clair pour moi, c'est quand Donald Trump parle d'un accord entre le Canada et la Chine, est-ce qu'il vise l'accord assez limité qui a été conclu à Pékin par le Premier ministre canadien, qui visait à donner aux Chinois un certain contingent de voitures contre la levée des restrictions chinoises sur l'exportation de produits agricoles canadiens, ou bien est-ce que, notamment en ayant vu la revue cette année d'un accord très important, qui est l'accord trilatéral commercial entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, ce qu'on appelle l'USMCA, est-ce qu'il lance un avertissement au Canada? C'est un enjeu important parce que le Canada, comme le Mexique, à travers ce traité de libre-échange entre les trois pays, peuvent être des portes d'entrée pour les produits chinois que les États-Unis n'acceptent pas. Donc, comme souvent avec Donald Trump, derrière cette attaque assez brutale, il y a d'une part une marotte, puisqu'il parle du Canada depuis longtemps dans ces termes, mais il y a aussi des enjeux sur l'intégration régionale. Une marotte, tout de même, qu'il faut écouter, Général Yakovlev, parce que souvent, il finit par agir, Donald Trump. Oui, il finit par agir. Sur le coup du Canada, ce qui est intéressant, c'est que le Canada était rentré en crise avec la Chine suite à l'internement quand ils avaient détenu la fille je crois, du président de Huawei, à la demande des autorités américaines qui souhaitaient son extradition pour être jugé aux États-Unis. Et les Canadiens, c'est un psychodrame où ils ont eu 2 ingénieurs qui, du coup, ont été pris en otage, etc. Donc les Canadiens rendaient service aux Américains. Et c'est comme ça qu'ils se sont trouvés mal avec les Chinois et que donc maintenant, ils se sont un peu rabibochés. Alors maintenant, Trump, il a des lubies. Le Groenland est sans doute... Je pense que le Groenland va revenir parce que Trump a ce rêve d'avoir un 51e État des États-Unis, une nouvelle étoile sur le drapeau qui sera à jamais attribuée à Trump. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il va gagner 2 sénateurs sérieusement démocrates et solidement démocrates, ce qui gênera son parti. Mais ça, c'est après lui. Alors ça, c'est la grande question. Est-ce que Donald Trump est en train d'essayer de détourner le regard de sa population vers ce qu'il se passe à l'étranger, tous ces coups d'éclat, pour justement éviter de regarder ce qui se passe à l'intérieur? Cette situation ce soir critique à Minneapolis, aux États-Unis, avec ces manifestations, un homme tiré, qui a été visé par un agent de la police anti-immigration l'ICE, qui est décédé ce soir. Après cette femme, Renée Good, elle aussi touchée. Un enfant de 5 ans arrêté hier, une fillette de 2 ans arrêtée hier, et puis Donald Trump qui dit ceci ce soir. Où est la police locale? Pourquoi ne leur a-t-on pas permis de protéger les agents de l'ICE? Le maire et les gouverneurs les ont-ils rappelés à l'ordre? On a l'impression qu'il y a un peu une sorte d'huile sur le feu qui est mise par les républicains. Est-ce que c'est le cas, Philippe Etienne? Moi, ça me rappelle effectivement ce que j'ai vécu aux États-Unis avec le mouvement Black Lives Matter, suivant la mort également à Minneapolis d'ailleurs de George Floyd, vous vous souvenez? Bien sûr. Au départ, évidemment, la population avait été majoritairement très choquée par le meurtre de George Floyd. Et puis peu à peu, quand les émeutes, en tout cas les manifestations souvent violentes se sont répandues dans les villes américaines, notamment à Portland dans l'Oregon, c'est devenu un argument des républicains. C'est-à-dire qu'on est passé d'un argument finalement, démocrate sur les droits civiques à un argument pro-républicain sur l'ordre public. Et comme cette année, évidemment, on a des élections midterm et que sur le plan économique et que même sur le plan de l'immigration, on voit que les sondages évoluent et n'évoluent pas pour les républicains, c'est quand même évidemment important pour les républicains de pouvoir de nouveau mettre en avant
l'argument de l'ordre public. C'est vrai que cet argument de l'ordre public revient beaucoup dans les discours des républicains, mais aussi chez certains pays européens qui essaient de prendre un peu une sorte de modèle du côté de Donald Trump, surtout chez les pays les plus atlantistes. Et on l'entend à nouveau dans la bouche de Giorgia Meloni, qui, elle, demande ce soir que Donald Trump ait le prix Nobel de la paix. Écoutez. En ce qui concerne le prix Nobel de la paix, j'espère qu'un jour nous pourrons décerner le prix Nobel de la paix à Donald Trump. Je suis convaincu que cela contribuera à instaurer une paix juste et durable en Ukraine, y compris pour l'Ukraine elle-même. Et enfin, nous pourrions également nommer Donald Trump pour le prix Nobel de la paix. Cette Europe, tout de même. Oui, mais il y a deux choses quand même. Enfin, allez-y, on veut votre analyse. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière la déclaration de Giorgia Meloni, mais elle dit une chose qui avait déjà été dite, d'ailleurs peut-être par elle-même, c'est que, en gros, ça viendrait récompenser un accord en Ukraine. Hein, et donc, elle a l'air de faire un lien. Si, en gros, Donald Trump réussit à faire ça, il mérite le prix Nobel de la paix. D'autre part, je crois que l'Italie, à la suite de délibérations internes au gouvernement, a finalement décidé de ne pas aller au board of peace du président Trump. Voilà, deux éléments. Le Conseil de la paix, à $1 milliard en cash. Et donc voilà, bon, ça peut aussi expliquer le contexte. Mais j'en sais rien, mais enfin, ce sont deux éléments qui viennent en tête. Général Yakovlev. Oui, je crois que c'est très important que Giorgia Meloni mette la pression sur Trump pour l'Ukraine. À titre personnel, si Trump, par ses œuvres, apporte une paix considérée comme juste, en gros, et durable par l'Ukraine et accessoirement la Russie, à la limite, c'est quand même un titre de gloire qui mériterait d'être étudié pour le prix Nobel de la paix. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc moi, je milite pour Trump, prix Nobel de la paix. Oui, après la paix en Ukraine. Ce soir, Général Yakovlev. Et comme Giorgia Meloni, c'est des choses que je n'ai jamais entendues. Je suis comme Giorgia Meloni, absolument après la paix en Ukraine. Mais je me demande jusque-là, on n'a rien vu. Je me demande si Hillary Clinton ne l'avait pas dit il y a quelques semaines ou quelques mois aussi, s'il arrive à faire ça. Donc en fait, vous êtes en train de me dire qu'il faudrait lui donner pour qu'en fait, il arrive à résoudre. Non, la paix d'abord. Ah oui. Ah d'accord. Ah oui. S'il y arrive, il faudrait lui donner. Ouais, il n'a pas invité les Norvégiens. Il faudrait lui donner. Non, s'il y arrive, s'il est un candidat crédible pour le prix Nobel de la paix. Ce qu'a dit Giorgia Meloni, c'est la procédure. Elle a dit on nominerait, on le proposerait pour. Mais bon, tout de même, il a mis de côté les Norvégiens de son Conseil de la paix parce que les Norvégiens ne lui ont pas donné le prix Nobel. Il a mis de côté le Premier ministre canadien après le discours Davos. Voilà. C'est lui qui décide. Ah bah oui, ça c'est clair. Le Board of Peace, le Conseil de la paix, c'est lui. Vous pensez que ça peut réussir, ce Conseil de la paix ? Personnellement, j'ai des doutes parce que précisément, c'est un peu, ça va loin. Et puis surtout parce que c'est manifestement une manière de dupliquer les Nations Unies et de remplacer les Nations Unies. Donc, justement, Philippe Etienne, il y a plein de pays et des puissances mondiales qui ne sont pas très contents du fonctionnement des Nations Unies. Oui, mais de là, par exemple, d'autres membres, et là je ne parle pas de la France et du Royaume-Uni, mais par hasard, Russie et Chine, qui ont leur droit de veto au Conseil de sécurité, vous croyez que leur intérêt d'aller soutenir une organisation concurrente, déjà tous les pays européens, sauf la Hongrie, peut-être la Bulgarie, ont dit qu'ils n'iraient pas ou n'ont rien dit. Il y a beaucoup de pays qui regardent comme ça, sur la barrière, et qui sont sans doute assez interrogatifs, on va dire. Il peut faire pression, vous pensez, Général Sur ce coup-là ? Ouais. Sur ce coup-là, non. Non, il peut faire pression. Alors, l'Ouzbékistan a dit oui, vous voyez, c'est merveilleux. Mais par exemple, il crée un Conseil de la paix. Dans la notion de conseil, il y a un petit peu quand même comme un sous-entendu de consultation. Vous voyez, c'est normalement, on se parle dans un conseil. Et le lendemain, il dit, j'envoie ma flotte, on va flinguer les Iraniens, ils vont comprendre. Je ne sais pas, moi, peut-être qu'il aurait peut-être pu en parler à son Conseil de la paix, qu'il venait de signer le document la veille quand même. C'est pas comme si c'était réveillé. Moi, ce qui me paraît, hélas, plus sérieux par les conséquences, mais je ne veux pas dire que c'est pas sérieux, bien sûr, parce que c'est quand même une initiative, c'est qu'il faut faire avancer la solution politique à Gaza, d'une part.
C'était fait Ça pour devait être la vitrine. Hein, Exactement. Mais Donc, dans le document, ça n'apparaît pas. Et donc c'est ça qu'il faudrait faire, parce qu'après tout, ce plan américain avait été accepté par les Nations Unies, etc. Et l'autre chose qui est arrivée en même temps, il faut s'en rappeler, c'est que la sortie de l'Organisation mondiale de la santé, la sortie des De États-Unis, l'OMS, oui. est devenue une réalité. Et derrière, tout ce qui se passe, tout ce que les États-Unis abandonnent, il y a des enjeux qui concernent des millions et des millions de vies humaines. Il faut aussi se souvenir, dans le domaine de la santé notamment. Dans le domaine de la santé, dans le domaine de la paix, vous en avez parlé de cette pression que pourraient faire les Européens sur Donald Trump pour la paix en Ukraine. Les pourparlers se sont terminés ce soir, mais la Russie n'est plus considérée comme une menace réelle. Ils disent une menace gérable dans le document. Ça, c'est une vraie distinction avec les administrations précédentes. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Il est clair que Joe Biden avait essayé à un moment, en rencontrant Vladimir Poutine à Genève, de jouer la même carte, c'est-à-dire en gros de neutraliser le facteur russe pour se concentrer sur la Chine. Mais après, les démocrates avaient, dès que Poutine a envahi l'Ukraine, ils s'étaient vraiment résolument lancés dans l'opposition. Là, depuis que Donald Trump est revenu au pouvoir, on a clairement la volonté de trouver, à travers la solution du conflit en Ukraine, une voie de relations positives avec la Russie. Et pour les stratèges américains, dans l'idéal, ce serait mieux que la Russie ne soit pas un obstacle à ce qu'eux puissent traiter leur problème principal, qui est la Chine. Ça a toujours été ça l'espoir. La vraie question, c'est est-ce que Donald Trump pourrait réhabiliter la Russie après des négociations de paix, Général Yakovlev? Vous pensez qu'il en est capable? Alors, déjà, réhabiliter Vladimir Poutine, je préfère être précise. S'il y a une paix juste, en tout cas acceptable et durable, je veux dire, il y a bien un jour où il faudra, faire revenir la Russie dans le concert des nations. C'est un grand débat. C'est peut-être des mots excessifs, mais je veux dire, on va parler différemment. Bachar el-Assad a réussi avec la Ligue arabe, j'ai envie de vous dire. Oui, il faudra. Je veux dire, c'est quand même, si on a le problème de l'Ukraine derrière nous, en tout cas au frigo, pas forcément réglé, il y aura forcément une relation différente à la Russie, même si c'est Poutine. À titre personnel, je serais assez extrémiste sur le sujet, mais il faut être réaliste sur ce coup-là. Mais là où Trump, c'est manifestement les intérêts personnels de Trump et pas les intérêts de l'Amérique. La Russie, dans le catalogue commercial américain, avant 2022, c'était rien. C'était 0,7% du commerce américain, la Russie. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'ils vendent du pétrole et les Américains aussi, en gros. Bon. Et en revanche, pour Trump, à titre personnel, avoir des deals en Russie, ça, c'est important. Donc, en fait, on sait que Trump a des projets immobiliers en Russie. Et c'est sa motivation essentielle pour, normaliser les relations avec la Russie. Et quel est le intérêt projet, personnel. Alors, pour le reste du continent américain, on a parlé de Canada, qu'il a l'air de considérer comme le continent américain, en tous les cas son continent américain. Et puis, il y a aussi le sujet des Caraïbes, de l'Amérique latine et de Cuba. Cuba qui est devenu une véritable obsession, notamment avec Marco Rubio, qui lui est d'origine cubaine. Bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts à faire soit comme au Venezuela, soit un changement de régime? Et de quelle manière, Philippe Etienne? Alors, Cuba, c'est différent évidemment du Venezuela. D'ailleurs, les victimes du coup de force de l'enlèvement de Maduro, ce sont les Cubains qui gardaient Maduro. Et Cuba a un historique avec les États-Unis qui a conduit à un certain nationalisme anti-américain sur cette île. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas oublier l'histoire d'où est venu le castrisme. Mais en même temps, c'est vrai que ce régime castriste est très affaibli. Il a été affaibli notamment par le Covid, qui était une source de ruine, puisqu'il a ruiné le tourisme. Et beaucoup de jeunes Cubains ont émigré récemment. Et donc... Notamment aux États-Unis, qui sont Aux États-Unis, dans la mesure où les États-Unis l'acceptaient, ou souvent par le Nicaragua vers d'autres pays d'Amérique latine. Donc, évidemment, il y a le facteur Rubio. Ça, c'est très important. Et Rubio est issu de cette communauté. Ses parents sont arrivés de Cuba. Beaucoup sont en Floride. C'est un fait
un facteur qui compte beaucoup. Ils sont républicains. Et ils sont républicains. Mais comment obtenir ce résultat? Pour l'instant, en tout cas, avec l'arrêt du pétrole vénézuélien, avec l'étouffement économique, avec les vrais problèmes internes à Cuba, on voit plutôt une stratégie d'étouffement. Après, et puis la stratégie militaire peut évoquer de mauvais souvenirs aux États-Unis. Vous savez, la baie des Cochons. Oui, la baie des Cochons n'était pas une réussite. Non, mais enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est cette stratégie qui semble se développer. Je ne sais pas du tout si il y a d'autres scénarios qui ne sont pas envisagés aux États-Unis, bien sûr. Je rappelle votre livre, Philippe Etienne, Le Sherpa, mémoire d'un diplomate aux avant-postes de l'histoire aux éditions Talendier, actuellement en librairie. Merci à vous, Général Yakovlev.